édition, est-ce que pour l'analyse en tout cas de Bertrand, il ne faudrait pas avoir de crainte sur le fait que l'uranium d'Arlit soit sous haute surveillance satellitaire de la des États-Unis, pardon. Analyse que vous partagez. Les matières premières africaines ont été sous haute surveillance. Depuis la nuit des temps. Elles n'appartiennent pas aux pays africains. Est-ce que les matières premières des pays africains appartiennent aux pays africains? On vous a sorti une théorie à Placadabantes qui relève du vol à l'état primaire, à l'état brut, de dire que, ok, si moi j'ai la technologie, tes matières premières m'appartiennent. Je répète, on vous a dit que si j'ai la technologie, vos matières premières m'appartiennent. Donc, comme je viens extraire là, ça m'appartient. On a bâti autour de ce principe fumeux et diabolique toute l'organisation et tous les principes qui structurent l'économie extractive des pays africains. C'est faux. Mais si ta technologie t'autorise à confisquer une matière première, mais va donc utiliser la technologie et tu crées donc ta matière première. On ne peut dire ça qu'à des pays néocoloniaux. On ne peut que dire ça qu'à des États néocoloniaux, n'est-ce pas, qui ont leur système politique et leur appareil étatique totalement sous le contrôle des puissances étrangères. Donc, de ce point de vue, moi, je ne vois pas la nouveauté qu'il y a à ce que la surveillance des matières premières par les forces militaires et les bases militaires, ça c'est l'histoire de la surveillance, les bases militaires et la création de la France-Afrique et la création de nouvelles chaînes esclavagistes, néo-esclavagistes qui sont les chaînes financières confiées par la Banque mondiale et le FMI qui conditionnent tous les aides qu'on vous donne au contrôle de vos matières premières. Mais c'est tout ça aujourd'hui c'est tout ça aujourd'hui que les satellites viennent consacrer. Les satellites ne viennent que consacrer toute une dynamique historique qui nous a ôté tout pouvoir sur nos matières premières. La situation est particulière au Niger, je vous le concède, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de la transition au pouvoir, il y a des menaces sérieuses qui pèsent sur la mainmise de l'Occident en général, c'est-à-dire la France, les États-Unis, Orano, qui est Areva. Moi, je n'appelle pas ça Orano, pour moi c'est Areva. Les gens mettent changer un nom, une escroquerie comme ça, une escroquerie juridique, on change le nom pour faire comme si. Donc c'est Areva qui continue. Donc, que Areva et les États-Unis, n'est-ce pas, aient peur de la concurrence chinoise en la matière et intensifie la surveillance satellitaire sur la question et par là pour, on dit ça, mobiliser un maximum de être à jour en termes d'information et coordonner donc ces informations avec leur stratégie géomilitaire pour menacer l'État du Niger, lui faire pression. Ça a toujours été ça. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le vrai débat, c'est la stratégie de l'ARS en matière, je me répète, de matières premières, comme excuse. Ce n'est qu'une tautologie apparente. Ce n'est pas la tautologie. Je dis, quelle est la stratégie? C'est le vrai, c'est ça le contenu qu'on va donner à l'ARS. Je voudrais vous rappeler que quand nous parlons de panafricanisme ici, j'aime toujours rappeler la dette que nous avons envers les prédécesseurs. Donc, il faut toujours rappeler les dynamiques qui nous ont précédés. Vous connaissez le plan d'action de Lagos? Celui qui avait coûté la vie d'ailleurs à tous les pionniers qui avaient mis sur pied d'ailleurs ce plan de Lagos. Vous avez compris. Je crois que tous avaient été Bravo. décimés. Bravo. Le plan d'action de Lagos a permis la mise d'une stratégie minière et des matières premières africaines. Tout à fait. Qui devait déboucher sur quelque chose de terrible. Les Occidentaux se sont réunis, on dit qu'on va tuer l'affaire là. Un avion transportant les experts africains qui devait donc aller à Lagos pour dire que parachever la réflexion. Il y a eu crash. On n'a jamais su comment il y a eu crash. Ah oui, monsieur.
Quand on parle de plan d'action de Lagos et consommons, nous on pense aux gens comme Edem Kodjo, le secrétaire général de l'Union africaine, de l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque. C'est un Togolais. Vous connaissez Edem Kodjo? Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine en son temps. Il y avait un groupe là qui ont lancé une dynamique qui tournait autour de ce plan d'action de Lagos. Donc ce n'est pas aujourd'hui que la question d'une stratégie des matières premières est une question authentiquement panafricaniste. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a dit que vous ne pouvez pas faire le panafricanisme sans penser à cette affaire. Voilà pourquoi il dit l'AES. Les 3 pays là doivent réfléchir. Je sais qu'ils sont conscients de ça. Ils doivent réfléchir sur une véritable stratégie en la matière pour, comment on dit ça, pour que nos matières premières soient sous notre contrôle total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une stratégie pour mieux vendre les matières premières. Mais c'est clair, ça c'est jamais. Fixation de prix par nous-mêmes, mieux vendre les matières premières. Voilà le débat. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de dire que ces gens-là s'y vont. Mais l'Amérique, je vous ai dit que les Yankees. Ils observent tout le monde. Moi, je n'appelle pas ça les Américains, je les appelle les Yankees. C'est moi qui les appelle Yankees. Parce que les Yankees, ça renvoie quelque chose dans l'histoire de l'humanité. Les Yankees considèrent que, je vais vous dire, ils considèrent que le seul pays qui a les frontières, c'est les États-Unis. Et comme les frontières états-uniennes se confondent avec les frontières du monde, et même au-delà. Parce que maintenant, même les planètes qui ont au-dessus de nos têtes, les Américains considèrent, parce que maintenant il y a une guerre de l'espace, une bataille de l'espace, qui n'est pas le fait du hasard, parce que ces puissances sont déjà projetées. Le capitalisme maintenant, lui, il a fini d'exploiter la Terre. Il se projette maintenant au-delà de réfléchir comment il va coloniser d'autres planètes. Oui. Donc, dans cette affaire-là, les satellites, c'est-à-dire géolocalisation, c'est-à-dire géostationnaire, c'est pour contrôler totalement la Terre en tant que planète. Ils contrôlent tout ça. Donc, ils contrôlent. Pour l'Amérique, la planète, c'est la frontière naturelle de l'Amérique. On vous le dit pas, mais c'est ça. Donc, les États-Unis considèrent que vous pays là, vous n'avez pas de frontières. Vos frontières ne sont valables quand elles servent leurs intérêts. Quand ça ne sert pas leurs intérêts, ça n'existe pas. L'intérêt, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, ce qu'ils font là, c'est que normal. Dans leur logique, c'est que normal. Il revient à nos pays de relancer. Maintenant, les conditions sont favorables. Voilà pourquoi vous voyez, nous avons les cheveux blancs quand nous pensons à l'Union africaine. C'est une malédiction pour le continent africain. C'est-à-dire, quand on pense à l'Union africaine, c'est-à-dire on a envie de quitter le continent africain et partir habiter ailleurs. Organisation vaurienne. Et ça ne sert à rien. En relevant de l'Afrique. Voilà une organisation qui, dans ses textes fondateurs, se revendique de la continuité des pères fondateurs. Revendique l'idéal panafricaniste. Allez lire leurs textes fondateurs. Mais au XXIe siècle, avec tous les défis qu'on observe là, la moindre réflexion n'est pas engagée. Dans le sens de dire, mais comment? Quelle leçon avons-nous tiré? Comme nous disons que nous revendiquons des pères fondateurs, comme nous avons repris à nos comptes l'héritage de l'Organisation de l'Unité africaine, elle-même qui n'a de sens que parce qu'elle revendique les combats panafricanistes antérieurs. Fabrice donc. Mais quelle leçon avez-vous tiré du plan national de Lagos? Est-ce que vous avez tiré les leçons des combats qui ont été menés? Si l'Union africaine était vraiment africaine et panafricaniste, c'est là-bas qu'on ferait des stratégies continentales. Et moi je vous dis, ça marcherait. Mais l'Occident n'est pas, ils ne sont pas fous. Hein. Ils ont transformé ça. C'est la chambre dans laquelle les Occidentaux, quand ils sont fatigués, viennent pisser. Ils vous épargnent de l'odeur de leur pipi. Là, ils viennent pisser. Vos parlementaires, vos responsables des commissions, machin, ils respirent tout ça. Ça ne les dérange même pas. Ils ont bloqué ça. Ils ont paralysé vos institutions sous-régionales quand elles existent. Quand ils ne les paralysent pas, ils transforment ça en un truc comme la CEDEAO. Organisation vampire. Criminelle comme ça. CEDEAO. On a chargé Joe Biden et son cours de ramener l'AES, leur frère de l'AES, à la CEDEAO. Voilà le projet d'un panafricanisme de gauche. C'est pas ça, pour rien. Un panafricanisme de gauche. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que voilà le projet d'un président qui a été élu par le ciel et la terre dans la plus grande démocratie qui ait jamais existé, qu'on appelle le Sénégal. Premier projet, c'est que nous allons ramener l'RS dans la CEDEAO. C'est ça, c'est un projet. Voilà, pour l'organisme de gauche. Oh, vraiment. Vraiment. Sacré continent. Sacré continent. Sacré Afrique. Vraiment. Il n'y a qu'à l'Afrique où on voit des choses comme ça. Les gens, ça dit que. Ça dit, tout à l'heure, tu parlais. Quand tu me vois, je saccage le vote d'alternance depuis les années là. Tu sais que nous, on est allé en prison pour la démocratie, la vraie. Nous, on est allé en prison pour ça, c'est notre bataille. Voilà. Nous distinguons la démocratie, la vraie, et les chiffonneries que vous appelez démocratie en Afrique. Vos alternances de chiffons là. Mais quelles sont ces démocraties qui ne peuvent pas porter les vrais problèmes d'un continent? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un est élu. Son premier projet, le plus important, c'est que je veux ramener mes frères de l'AES à la CEDEAO. Mais c'est pas possible. Ayant vu ce que la CEDEAO... Toi, tu es plus intelligent que ces présidents. Tu es plus intelligent que ces peuples-là. C'est pas le mandat qui lui a été confié. C'est comme ça qu'il a interprété, monsieur Ndiamé, monsieur le président. C'est comme ça qu'il a interprété. Ils ont dit pire, ils disent même pire que ça. Donc, pour vous dire, Fabrice, donc, Pour refaire mes présents. c'est pas compliqué. Il faut réfléchir à une stratégie de nos matières. La stratégie africaine des matières premières. Moi, j'ai dit stratégie panafricaine. Quand on dit africain, c'est fou, c'est n'importe quoi. La stratégie panafricaniste en matière de matières premières. Deuxièmement, moi je vais vous dire, en attendant ça, lorsqu'un pays est conscient de lui-même, même un pays seul, il peut imposer quelque chose avec cette stratégie-là. Vous avez parlé de Kadhafi ici. Kadhafi avait réussi à imposer 80-20. Ouais. Et malgré ça, ces gars-là avaient des profits. Ils avaient des profits. Pour vous dire l'argent qu'on gagne dans ce secteur, il y a tellement d'argent. C'est-à-dire que dans un rapport 80-20 que Kadhafi avait réussi à imposer, Kadhafi, il n'a pas fait l'unitaire. Il n'est pas allé s'asseoir pour dire que ça. Non, il a créé un système politique original qui lui a permis de créer un rapport de force qui a dégagé une capacité du pays à imposer à ses majors. 5 millions d'habitants seulement à l'époque. Bien sûr, voilà. C'est bien Petit pays. d'imposer aux majors que monsieur, moi ici là, c'est 80-20. Et elle courait Même derrière. 90. Voilà, oui, 90, même 10. Oui, c'est ça, oui. Parce que on a des nationaux qui peuvent être formés. Je dis que Kadhafi a imposé ça. Il a fait comment? On peut quand même réfléchir. Ici, je vous dis que même avec un pays, même un pays que Kadhafi a fait, Bien sûr. il a fait comment? Mais vous savez, ils ont détruit vos pays avec votre histoire de démocratie, de vampire qu'on a porté chez vous. Les Texaco a fui. Qui vous divise, émiette les nations, vous vous entendez sur rien. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu dans un pays occidental, je répète, comment l'opposition se définit dans les pays occidentaux? Allez vous asseoir, vous réfléchissez. Je dis, comment l'opposition se définit dans les pays occidentaux? Aux États-Unis, on ne parle pas d'opposition pour pouvoir. On dit les républicains et les démocrates. Je répète, aux États-Unis, on dit républicains, démocrates. Les partis au pouvoir et les opposants. C'est-à-dire que c'est deux démarches politiques, deux visions de l'Amérique, mais dans le cadre des intérêts américains. Bien sûr. La rotation. C'est-à-dire que quand il s'agit des intérêts américains, les deux, il n'y a pas deux partis. Il y a un parti. Vous allez en France, gauche, droite, extrême droite, extrême gauche. Quand ça doit être centre droit, centre gauche, oui, si vous voulez. Oui, il faut m'ajouter ça. Oui, n'importe quoi. Quand c'est chaud, écoutez-moi bien, quand c'est chaud, on envoie Mélenchon vous distraire avec son coup. Mais il travaille pour la France. Il travaille pour la France. Parce que les forces politiques, M. Fabrice Dom, de manière fondamentale, sont dégagées par la production économique. Je répète, les forces politiques sont dégagées par le mode de production économique et la manière dont celui-ci est organisé. Donc, à partir du moment où c'est l'oligarchie qui contrôle l'économie, l'oligarchie a créé des forces politiques qu'elle contrôle. Quand celle-ci est discréditée,
on sort l'autre, on gère tout ça. Donc on vous a envoyé Sonko, il travaille pour la France. Il a bien fait le travail, on va le récompenser. Dans le cadre de la franc-maçonnerie et tout ce que vous voulez, on va le récompenser. C'est un grand franc-maçon, on va le récompenser. Donc pour dire que c'est nos divisions nationales, notre incapacité à penser pays, à savoir dire que, ok, à partir d'ici, on pense qui font que les pays sont faibles dans leur capacité à négocier avec ces majors. Vous comprenez? Ce sont les majors, tout à l'heure Bertrand vous l'a dit, il n'a pas eu le temps d'approfondir. Ce sont les majors qui financent. Oui. Ceux qui financent. Et en Afrique, c'est grave. Ce sont les multinationales qui financent vos faux partis que vous avez créés là. Les faux partis que vous voyez là, ils sont financés à sous-main par les multinationales. Du coup, ces partis, aucun ne peut s'attaquer aux multinationales. Les États sont isolés. C'est vrai que les dirigeants n'aident pas beaucoup, eux aussi. Mais de manière fondamentale, monsieur, un pays doit avoir ce qu'on appelle un intérêt national. Un pays doit être à mesure de ce qu'on appelle un intérêt national. Et cet intérêt national, c'est que quand les forces étrangères arrivent, les intérêts étrangers arrivent en face de vous, vous faites bloc pour les opposer l'intérêt national. Quand ils partent, vous vous engueulez. Voilà. C'est comme un foyer. C'est comme un foyer, monsieur. Vous vous engueulez, vous le bagarrez. Mais quand les voisins viennent vous dire, vous venez faire quoi ici? Nous, on est en train de jouer, ça ne vous regarde pas. Parce que quand vous n'êtes pas unis, vous êtes morts. Mais on va s'arracher les cheveux pour dire ces choses-là. Mais vous avez un truc comme l'appelle l'Union africaine. Une malédiction comme ça qui se met là, avec ses secrétaires, ses machins, ses parlements, machins comme ça. Oh, le c'est de l'Union africaine. C'est-à-dire un pachyderme, c'est-à-dire pourri de l'intérieur, qui n'est pas capable d'annoncer la moindre réflexion stratégique pour l'intérêt du continent. Pareil pour la conférence des chefs d'État. Un gros budget. Oui, oui. Pareil pour la conférence des chefs d'État qui sont là-bas. Ça c'est là. Mais voyez, le monde bouge. Le voyez-vous un peu, le monde bouge. En tout cas, si vous voulez, ne vous réveillez pas. Dieu va vous réveiller à sa manière. D'accord. Et il sera trop tard. Je vais terminer en saluant les mamans. Ah. Oui, on m'a interpellé. D'accord, président. Les Amazones qui nous suivent, bien sûr. Oui, nous avons Tous les écrit. dimanches. Donc nous inclinons devant les mamans du continent, Et même du monde, président. du monde. Infatigable bâtisseuse, gardienne de la vie. Sans nos mères, il n'y a pas d'Afrique, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de monde. Dans un contexte où l'Occident détruit la maternité et saccage la femme, sous le couvert des LGBT, de saleté, machin et consorts, l'Afrique doit rendre hommage à ses mamans. Grande travailleuse, garante des foyers, éducatrice des enfants. Comment on peut faire pour les remercier? Donc j'ai tenu à payer ma dette en rendant cet hommage aux femmes et en particulier à mon épouse qui est aussi la mère de mes enfants et ma mère. Donc si elle m'écoute, ben, bonne fête des mères chéries. Voilà. Et à travers elle, je salue toutes les femmes. Ça n'arrive pas.